Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver sur votre chaîne préférée PDCI TV. Aujourd'hui, pour notre émission Questions d'actualité, nous recevons un sachant. Que dis-je? Un spécialiste. Il est agropédologue, il est chercheur, il est titulaire d'un PhD. Au plan politique, il est membre du bureau politique du PDCI RDA, président de la commission technique chargée de l'agriculture et du monde rural. Il est secrétaire exécutif chargé du monde rural. Il est aussi membre du comité politique en tant que coordonnateur général délégué chargé du monde paysan et de la solidarité communautaire. Il est surtout député du Zanzan, Cocomien, Tankessé, Tienkwakro, commune et sous-préfecture. Lui, c'est le secrétaire exécutif, que dis-je, l'honorable Bredoumi Soumaïla. Bonjour, honorable. Bonjour, madame. Avec l'honorable, nous allons parler de l'actualité politico-économique ivoirienne. Je ne suis pas seul, je suis avec Jérôme Ndri du Nouveau Réveil. Bonjour, Jérôme. Bonjour, Béatrice. Et Bertin Guessan de Dernier Heure Monde. Bonjour, Bertin. bonjour, Oui. bonjour honorable. Bonjour. Nous allons débattre de 3 thèmes. Au plan national, nous allons parler de l'école, de la situation sanitaire et de la situation économique de la Côte d'Ivoire. Le deuxième point, c'est au niveau de l'opposition ivoirienne. Nous allons parler du rapprochement PDCI-RDA et Laurent Gbagbo. Et nous allons terminer par le PDCI-RDA, où nous parlerons de l'organisation et des différentes stratégies, en un mot, de l'actualité du PDCI-RDA. Honorable, vous êtes le secrétaire exécutif en charge du monde rural et aussi le coordonnateur général délégué chargé du monde rural. Comment se porte le PDCI au niveau du monde rural? Merci. Le PDCI se porte très bien parce que le PDCI a travaillé et a mis en œuvre sa vision du développement à partir du monde rural. Rappelons que le PDCI est né du syndicat agricole africain qui s'est mué en Rassemblement démocratique africain, dont le PCDI est la section Côte d'Ivoire. Et donc, après avoir géré le pays pendant un moment donné, créer ce qu'on appelle le miracle ivoirien, développer les infrastructures de base, créer de la richesse au niveau local, la partager au niveau équitablement, gérer de manière à former les hommes que nous sommes et qui sont à la disposition du pays. Le PDCI a eu sa voie interrompue. Et depuis un certain moment donné, les gens se cherchent, les Ivoiriens se cherchent. Et aujourd'hui, comparativement à la gestion du PDCI, a suivi les coups militaires et leur gestion chaotique, et suivi après le fondateur et après le RDR, qui sait, pour se faire bonne conscience, trouver une couverture cosmétique qui est le RHDP. À partir de ce moment-là, les Ivoiriens se rendent compte que la vraie gestion, celle qui reflète le partage, celle qui reflète l'efficacité, la transparence et surtout l'excellence, c'est le PDCI RDA. Et c'est dans le milieu rural qu'on le vit le plus. Mais le milieu rural se porte bien par rapport à la vision du PDCI. Mais le milieu rural vit mal. La pauvreté est encore vivante, la pauvreté est sensible, on a la cherté de la vie qui est encore plus exacerbée. Nous sommes à la veille de la rentrée scolaire et les parents vivent des cauchemars. La santé est précaire, l'accès à la santé, à l'eau, les pistes. Donc tout cela fait que le PDCI fait rêver aujourd'hui dans le milieu rural. Merci honorable. Nous revenons à l'ordre de notre sujet. On appelle du plan national. J'ai dit que nous parlerons des innovations au niveau de l'école. Nous avons des innovations apportées par la nouvelle ministre de l'Éducation nationale. Votre avis? Cette dame-là, elle est un véritable produit du PDCI RDA. Et quand vous êtes un véritable produit du PDCI RDA, quand vous arrivez à un poste, vous avez le réflexe d'appliquer ce que le PDCI RDA a fait de vous. C'est ça. Elle est en train de traduire en ce que le PDCI a fait d'elle, elle est en train de traduire en réalité. Je pense qu'elle est en rupture de philosophie et de vision avec son parti. Et pour le bonheur des Ivoiriens. Parce que ce laxisme, cette corruption, des gens qui vont au CAFOP sans avoir de diplôme, des instituteurs qui ne savent pas lire et écrire, elle a constitué que si elle veut laisser un nom, pour le nom ce qu'elle est, elle est professeure titulaire de l'université quand même, elle ne peut pas se permettre de jouir, de tremper dans cette boue de médiocrité dont elle prend ses responsabilités et moi je l'appuie. Une confidence, quand elle était nommée, parce que moi je la connais dans le monde universitaire, quand elle a été nommée, moi je lui ai fait un document. Je lui ai transmis un document. Et je suis heureux de constater que certaines de mes propositions ressortent dans sa vision. Dieu merci. Croyez-vous vraiment que le retour de la dictée à l'école va changer quelque chose aujourd'hui quand on voit un peu l'état de l'état âgé
lesquels se trouvent nos enfants. Ce n'est pas la dictée seulement qui est le problème. Mais la dictée constitue quand même, et n'oublions que nous sommes dans un monde de communication. Il faut savoir lire et écrire. Si vous ne savez pas lire et écrire, comment vous communiquez? Donc il faut d'abord, quand nous allions à l'école, la première chose, I-O-A. On vous apprend à lire. Et puis après on dit écrivez O, écrivez I. Et puis après on combine les lettres en syllabes, etc. C'est ça l'apprentissage. Donc elle est en train de les appliquer. Comment on peut communiquer si on ne sait pas écrire et lire? La deuxième chose, elle est en train de mettre des dispositions. Vous regardez, elle est en train de mettre des dispositions. Il ne sait pas comment elle aura la main libre pour aller jusqu'au bout. D'abord, assainir ceux qui enseignent. Vous avez vu qu'elle a fait des tests pour éliminer. Je pense même qu'elle doit aller loin. Tester tous ceux là et les trier en trois catégories. Ceux qui ne valaient rien, il faut les remettre carrément à la disposition de ceux qui les ont recrutés. Ceux qui sont récupérables, il faut les renforcer. Et ceux qui sont bons, il faut reconnaître leur mérite. À partir de ce moment-là, ça fait bien fait. Il faut aller plus loin maintenant. Le contenu de la formation. Et puis, le contrôle des connaissances. Si le contrôle est fait, on série. Et j'ai vu tout de même certaines notes qui montrent quand est-ce qu'on a admis, quand on a admis, quand on a appliqué. Est-ce qu'on a la main pour appliquer ce qu'elle a décidé? C'est tout le problème. Et je pense que c'est là où le système et elle vont se confronter. Vont s'affronter, je dirais. Mais je vais revenir un peu en arrière par rapport au système éducatif même en Côte d'Ivoire. Au temps du PDCI, où j'avais fait cette époque-là, au temps du PDCI. Après, nous avons vu l'éducation nationale dirigée par Kandia. Quand vous pesez les deux, il y a eu rupture, il y a eu continuité? Non, il n'y a pas eu de continuité. L'école a commencé à plomber quand on a eu cet esprit de multipartisme. Où on pensait que ne pas apprendre et revendiquer était la meilleure voie pour accéder à quelque chose. Et le monde universitaire a commencé des grèves. Et on pensait qu'on faisait du mal au PDCI. Mais nous, on a résisté en ce moment-là pour maintenir le cap. Mais quand le PDCI est parti, où il n'y a plus de repères, où on pensait qu'il fallait revendiquer pour gagner, alors tout a commencé à couler. Mais on a espéré qu'avec l'avènement du RDR au pouvoir, qui se réclamait d'un parti proche du fouet, qu'on allait au moins sacrifier tout sauf la formation. Pire, on a vu là une dégringolade extraordinaire dans les abysses, et la ministre, professeure titulaire Mariatou qui vient prendre l'école ivoirienne dans les abysses. Donc il n'y a pas eu continuité, il y a eu rupture, il y a eu même dégradation, il y a eu même pourrissement. Qu'est-ce que le PDCI propose, si le PDCI propose des propositions à faire pour l'amélioration du système éducatif? Moi, je veux dire comment rattraper ce gap entre la période du PDCI et la reprise aux affaires de la ministre Maya Toukoni. Comment rattraper ce gap? Il faut au moins 10 à 15 ans, à mon avis, minimum. Parce que c'est un cycle. Vous savez, quand vous faites 10 ans pour avoir le BPC, 3 ans pour avoir le bac, ça fait combien? C'est ça, c'est ce cycle-là qu'il faut. Il faut reconstruire, il faut repartir à partir de ces pays. Tous ceux qui ont fait là, c'est vraiment des gens, je pense que il faut gérer avec, mais on ne peut rien tirer d'essentiel, à part ça. Donc Mariatou, elle ne viendra pas faire un miracle, selon vous? Non, tout est une question de fondament. Si on a des enfants qui sont bien formés dans le CEP, c'est l'école primaire classée en 3 groupes, le CEP, les CE et les CM. Donc voyez-vous, si elle est reçue déjà avoir un bon cycle CP, ça veut dire qu'on a un bon fondement pour faire les CE. Si les CE aboutissent à faire de bons CM, on va au secondaire avec des enfants bien aptes à suivre, maintenant à faire une analyse logique. Voyez-vous? Et puis on arrive au baccalauréat. Donc il faut d'abord, mais si la fondation n'est pas bien faite, alors tout le reste s'écroule. Donc je pense qu'elle a compris qu'il faut donner une bonne fondation. Et c'est ce que le PDCI a toujours fait. Si le PDCI était au pouvoir aujourd'hui, notre ministre de l'Éducation nationale, on lui aurait proposé 3 choses. La première chose, c'est les formateurs. Il faut les trier, il faut les réformer, il faut leur donner le contenu nécessaire eux-mêmes. La deuxième chose, donner un contenu académique solide au primaire. Et puis un autre contenu au secondaire. Le baccalauréat, c'est le premier diplôme universitaire. Quand vous l'avez, vous pouvez tout faire après, selon les séries. Donc, quand on a un bon bac, le reste, ça va de soi. Donc, c'est ça qu'il faut reconstruire. Donc, 6 ans au primaire, 4 ans au secondaire, au premier cycle du secondaire, et puis 3 ans au second cycle. Ça te fait 10 ans
13 ans. C'est pourquoi il dit qu'il faut un minimum 15 ans pour le faire. En réalité, qu'est-ce qui a justifié le retrait de la dictée et le passage entre les CP et CM sans moyenne, et en plus l'homologation des moyennes au second. Mais c'est une fausse vision de l'enseignement. Quand un parti politique veut venir vous voir, il y a son chef qui trace une vision. Et c'est cette vision que les autres qui sont là traduisent en axe stratégique. On dira que le PDC était quand même associé à cette gestion-là pendant 10 ans aussi. Pendant les premières années de Il gestion. a été associé pendant 10 ans à cette gestion, s'il vous plaît. C'était au sein de RAIDP. Oui, mais c'était un gouvernement RAIDP. C'est en 2018 que le PDC est parti. Le PDC est parti. Ce n'est pas une fuite en avant de dire que c'est les autres qui ont fait. Vous n'avez pas... Il y a un gouvernement où vous réunissez pour faire un programme commun de gouvernement et un gouvernement d'accompagnement. Où le chef de file décide qui le veut. Moi, je suis un des proches du président Bédié. Il y a des gens qui ont été sélectionnés sans... Le président en a été informé. Je peux vous le dire aujourd'hui. Le président en a été informé. Comme nous sommes en alliance, il dit, moi, je prends tel acteur parce que c'est ça qui me permet de mettre ma politique en jeu. Tu lui dis, je ne veux pas, il y a telle chose, s'il ne reçoit pas direct sur toi. Donc vous n'assumez pas ce bilan-là aussi? Moi, je n'ai jamais assumé tel bilan. Le PDC n'assume pas ce bilan? Nous n'assumons pas ce bilan parce que ce n'est pas un programme commun de gouvernement. Ils n'ont jamais dit d'ailleurs que le PDC a contribué à leur succès. Ah oui, ça aussi, c'est Ils n'ont jamais dit que le PDC a contribué à leur succès. Mais alors, moi, ce que je veux savoir, quels sont les éléments sur lesquels on se base pour faire, je veux dire, le contenu de la formation académique pour les élèves? C'est quoi, on se base sur quoi réellement? Pour un bon... Qu'est-ce qui a été le succès du PDCI dans ce domaine? D'abord, comme je le dis, la lecture et l'écriture. Pour pouvoir comprendre quelque chose, il faut comprendre la langue. Malheureusement, nous sommes obligés pour comprendre le français. Il faut savoir bien comprendre et le lire. Il faut leur apprendre, selon les étapes, à faire une analyse logique. Il faut leur apprendre à connaître l'environnement, les sciences de la vie et de la terre. Il faut leur apprendre à voir l'histoire. Il faut leur apprendre à faire une analyse logique de la situation. Il faut leur apprendre à voir les mathématiques, les calculs pour entrer dans la nouvelle technologie. Et ça, c'est des choses, il faut que les apprenants soient prêts à accepter la rigueur de l'apprentissage. Or, cette rigueur de l'apprentissage a été rompue. Et on a accompagné les enfants dans leur quête de liberté, de dévergondage. C'est ça qui a créé le problème. Et on a dit, bon ou pas mauvais, bon ou mauvais, il faut les faire partie. J'ai vu un instituteur qui m'a dit, on demandait de ne pas qu'il n'y ait pas plus de 5 élèves qui redoublent la classe. Voyez-vous, si vous avez 30, que 20 ne sont pas bons, parce qu'il faut franchement 5, alors vous prenez les 5 et puis bon, les autres sont là. Donc on fait des cumuls des faiblesses et à la fin, on a quelque chose, tu as plus de faiblesses que de positifs. Vous pensez par exemple que l'école télévisuelle était meilleure par rapport à ce que... Non, l'école télévisuelle a été une expérience et nous sommes revenus dessus. Oui. Tout est d'exemples et de modèles. Le président Fouboy nous enseigne. On a pensé que avec la télévision devait être un instrument didactique. Mais les problèmes techniques, les problèmes de communication, les problèmes de contenu, à un moment on a estimé que, justement, on a fait un bilan. On a fait un premier bilan des 6 premières années qui sont partis en 6e. On a vu qu'il y avait des faiblesses, donc on a arrêté. C'était le ministre par son nom Kibié qui était responsable de ça. On a estimé. Et c'est la capacité d'un chef à revenir sur des décisions importantes. C'est ça qui fait sa responsabilité. On a estimé que ça n'était pas plus performant. Donc on a adapté d'autres mécanismes d'ajustement pour pouvoir avancer. Et là, les enfants ont récupéré. Ok, merci honorable. On passe au deuxième point où on parle de la situation sanitaire en Côte d'Ivoire. Pendant qu'on nous recommande les vaccins, et de l'autre côté, nous constatons que dans tous les moyens de transport et même dans les stades, les mesures barrières ne sont pas respectées. Les marchés, les bus. Oui, vous savez, j'étais au village et j'ai assisté à une cérémonie religieuse et j'avais mon cache-nez. Et le prêcheur qui disait que la maladie est venue de Chine, on a dû garder des distances et que cette maladie a quitté la Chine, c'est plus qu'un mètre. Et que pourquoi on a fermé les églises et les mosquées en son temps et on a laissé les marchés ouverts. Donc moi je pense que Dieu nous aime. Par rapport à ce qu'on dit de cette maladie, si on devait subir véritablement cela, le taux de mortalité serait plus fort que ça. Je pense que peut-être qu'on a des gènes un peu plus résistants. Mais je pense que le gouvernement doit être un peu plus rigoureux. Parce qu'on sent une recrudescence. Et il y a beaucoup de morts, malheureusement, dont on ne parle pas, qui sont victimes de ce travail. Et ce n'est pas une affaire qu'il faut jouer.
certes, on doit être vacciné parce que le gouvernement se rend compte aujourd'hui peut-être que, n'ayant pas capacité à faire respecter les barrières, les mesures barrières, la seule alternative qui nous reste à contrecarrer les choses, c'est de se faire vacciner pour créer des conditions de résistance plus fortes à l'organisme. Donc je pense que ce n'est pas une mauvaise chose en fait. Puisqu'on n'arrive pas à garder les mesures barrières pour que l'immunité communautaire s'établisse sans trop de gaffes, alors on renforce cette immunité humaine par le vaccin. Le vaccin, lui, on est capable de le faire. On peut même faire passer dans les marchés, etc. pour le faire. Mais le vaccin n'est pas obligatoire. Dans les administrations, les ministères qui ont décidé à ce que soit les agents se font vacciner ou chaque lundi ils présentent des tests négatifs. Mais c'est une façon de dire que c'est obligatoire. Alors qu'il n'y a pas de contrainte pour le vaccin. Non. Est-ce que ce n'est pas aller un peu contre la loi, contre la liberté individuelle des Vous savez que j'ai été un peu réticent, mais vu l'ampleur de la chose, vous savez, il y a des maladies qu'on peut se protéger soi-même sans être sûr que si on prend des mesures soi-même, on ne sera pas contaminé. Mais le Covid, la manière est difficile, on n'a pas pu déterminer. Vous pouvez prendre toutes les mesures, mais par négligence de votre voisin, vous pouvez contaminer. C'est ça. Donc je pense qu'à ce niveau-là, moi personnellement, il y a beaucoup de points sur lesquels je ne suis pas d'accord avec ce gouvernement, mais il faut qu'il soit courageux pour dire que en ville, du moins dans la grande ville d'Abidjan, on n'a qu'à généraliser la vaccination. Rendre obligatoire. Généraliser. Généraliser, mais moi j'ai une inquiétude par rapport aux différents vaccins qui sont sur le marché. On nous parle d'AstraZeneca, on nous parle de Pfizer. Mais ceux qui ont fait la première dose d'AstraZeneca se retrouvent avec la sans vaccin pour la deuxième dose. Oui, mais c'est tout cela qui nous a fait douter, nous tous, dès le départ. Mais entre deux mots, il faut choisir le moindre mal. Vous savez, malheureusement, ce qui est pour la mort, on ne va pas pour revenir. C'est ça. Pour dire que si je reviens, je vais faire ça. Donc, on se prévient. Et il faut comprendre que cette pandémie a été tellement rapide et diversifiée qu'on n'a pas eu suffisamment de recul scientifique pour le faire. Donc ça, c'est une réalité. Il n'y a pas de recul suffisamment scientifique, 5 ans, 6 ans, d'avant des tests de maladie. On est obligé de parer au plus pressé. Ou on s'est dit, bon écoute, on ne fait rien, on attend la résistance humaine et on perdra peut-être 90% de la population. Ou on s'est dit, on fait le vaccin et on peut perdre 10% de la population. Donc c'est un choix stratégique que les dirigeants doivent faire. Imaginez qu'on ne fasse rien et qu'il y a une catastrophe. On a dit, mais le gouvernement n'a rien fait pour nous. Mais le gouvernement dit, voilà ce que moi j'ai comme solution. Entre la contamination massive qui se fait, impossibilité de contrôler les mesures barrières, et se dire, si le vaccin est fait, il peut au moins permettre de créer une immunité. Mais le gouvernement, dans sa stratégie, a fait ce choix-là. Et personnellement, je n'ai pas trop de choix autre que ce choix-là à leur recommander. Avant qu'on ne passe au troisième point de la situation économique, un appel aux militants pour le vaccin. Par mesure de prudence, si on peut se vacciner, il y a des gens qui disent qu'il faut faire passer, si vous ne vaccinez pas, mourir. Mais tant qu'à faire, vaut mieux aller mourir en voulant ne pas mourir que de mourir en voulant mourir. Merci honorable. Nous passons au troisième point qui est la situation économique du pays. Honorable, on a constaté ces derniers mois une vaste opération lourdie dans l'administration publique. Est-ce pour certaines voix se sont élevées pour dire que cela cachait quelque chose? On a eu des DG, des structures étatiques qui ont été arrêtées, d'autres qui ont échappé. Et subitement, la chose commence à s'amenuiser. Comment vous qui avez travaillé dans l'administration, comment vous avez vu cette opération de dire? L'administration n'a jamais été aussi gangrénée par la corruption que sous le régime RHDP. Curieusement. Vous savez, on a vu un premier ministre, Alassane Ouattara, rigoureux, qui a mis la transparence, nous, tout ça nous a fait rêver. Et puis on vient du ministre en l'implantant, la corruption était devenue la règle. Vous savez, quand vous allez dans certaines chancelleries, ça vous le dit, il y a des gens qui sont fichés pour dire, tu vas là-bas pour le PDG, dis, est-ce que je gagne? Clairement comme ça. Oui, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne dedans? Donc, c'est intelligent. Je pense même que le régime n'a pas envie de faire du nettoyage. Parce que tout le monde est trempé. Mais je crois que... Pour vous, c'est une opération de genre? Non, je pense que quelque part, pour l'expérience que j'ai eue de l'administration, quelque part, j'ai eu la pression venant ailleurs. Mais ça n'a pas été continuel. Oui, mais quand on a une pression ailleurs, on fait du saupoudrage. C'est comme quand on jouait le jeu à l'école primaire, toi, quand on tombe sur toi, c'est toi qui es le malheureux. Et puis 2 fois, 3 fois comme ça additionne les gens pour dire on a fait quelque chose. Vous avez vu, on a fait quelque chose. On a audité des gens,
On a certainement eu des tricheries, mais parce qu'ils ont des attaches, des cordons plus solides, on les a calmés, on dit ne parle plus. Vous ont fait la tête du client? Non, pas la tête du client, on a tiré quelques-uns au sort ou bien un truc, et puis on leur a dit, bon écoutez, calmez-vous, vous allez aller un peu au froid, après vous revenez au chaud. Le temps d'oublier. Le temps d'oublier. C'est comme ça que moi je résume la chose. Du saupoudrage. On ne peut pas, aujourd'hui là, quand le ministre même est concerné, le DG est concerné, le maire est concerné, qu'est-ce qu'on fait? Le président Houphouët-Boigny a fait face à cela. Il a fait face à cela dans les années. Il a frappé fort. Et en ce moment, tout le monde s'est mis au pas. Mais ici, on a frappé fort. On ne voit pas où on a frappé même. À propos, avec Parce que quand vous êtes DG, et que, ou bien au ministre, et qu'on vous dit, bon, que vous avez perdu votre poste, mais c'est une bonne chose. Vous avez pris de l'argent, puis vous avez perdu votre poste. Vous allez ruminer votre argent. Mais ils ont frappé au niveau des sénateurs. Oui, il y a eu le... Alors ça, c'est différent. le grand parlement, Votre institution le est touchée. Ivoirien est touché. est touché. Mais Avec les bons mais d'exonération. on n'a qu'à les sortir là, non? Puis on va regarder. Mais les bons d'exonération, lui ne peut pas avoir accès aux bons d'exonération. Il n'est Non, pas on n'a qu'à sénateur. d'abord dire les sénateurs ou les députés qui sont concernés. Il faut le dire. Donc c'est dit que même le Est-ce grand que c'est- parlement est Est-ce que frappé par la corruption. ce n'est pas la même lignée qui se retrouve là-bas? Qu'est-ce que vous voulez dire par la même ligne? Mais si je suis corrompu dans mon essence, que je sois parlementaire ou instituteur ou quoi, c'est ça. Donc vous voulez nous dire que même le grand parlement n'est pas une poche de moralité en termes de... La moralité, ce n'est pas une question d'institution, c'est une question d'éthique, d'homme. Si vous prenez un fou, que vous le mettez dans l'université, il va créer la folie. Vous allez beau faire la folie. C'est ça. C'est-à-dire, si l'esprit de l'équipe, c'est de prendre, de puiser l'argent du contribuable, d'aller tranquillement, mais partout où chacun cherche à faire la pompe. Mais comme il n'a pas à gérer l'argent, donc pour lui, sa meilleure façon, c'est ça. Ceux qui ont la façon de gérer l'argent, ils le font. C'est ça qu'il faut. On a créé la haute autorité de la bonne gouvernance. C'est elle qui devait être la première à faire ça. Moi, je pense que le gouvernement et les autorités du pays ont l'occasion d'arrêter, même s'ils ne veulent pas sanctionner, de mettre de nouvelles règles pour avancer. Ouais. Mais on dirait que les députés, les sénateurs ont l'immunité parlementaire qui Non, est là. ça c'est différent. C'est quand vous êtes président en flagrant délit comme ça, on peut enlever votre immunité. Ça a été fait ici. Oui. On a même mis des députés en prison sans avoir levé leur immunité. Bien sûr. Non, c'est pas ça qui est le problème. Donc pour vous, sur ce sujet précis, il faut qu'on fournisse la liste de tous ceux qui sont concernés par Mais oui, ça. absolument. Même si Benoît Denis n'a pas sorti. Espérons. Moi, je n'ai même pas encore Vous ne utilisé mon... craignez pas que le Parlement soit secoué par cette situation? Mais ce serait une bonne chose d'ailleurs, pour montrer que nous qui voulons donner les lois, si nous-mêmes qui voulons voter les lois, que nous-mêmes on n'est pas honnête, on n'a qu'à le dire. C'est ça qui est le problème.